Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 86. Ella, Boston, 3 juillet 2008. Jamais Boston n'avait été si coloré et si vibrant, pensait Ella. Avait-elle été jusque-là aveugle aux beautés de la ville? Aziz passa 4 jours à Boston. Chaque jour, Ella fit la route de Northampton à Boston pour le voir. Il prenait un déjeuner appétissant mais modeste dans le quartier italien, visitait le musée des Beaux-Arts, se promenait longuement dans le parc ou au bord de l'eau, regardait les baleines de l'aquarium et prenait souvent un café dans un des nombreux petits établissements de Harvard Square. Il parlait sans fin de sujets aussi divers que les curiosités des cuisines locales, les différentes techniques de méditation, l'art aborigène, les romans gothiques, l'observation des oiseaux, le jardinage, comment faire pousser des tomates parfaites et interpréter les rêves, sans jamais cesser de s'interrompre pour compléter la phrase de l'autre. Ella ne se souvenait pas d'avoir jamais autant parlé avec quiconque. Quand ils étaient dehors, il veillait à ne pas se toucher la main, mais ce fut de plus en plus difficile. Ses petits gestes devenaient excitants, et Ella attendait avec impatience que leurs mains se frôlent. Poussée par un étrange courage dont elle ne se serait jamais crue capable, dans les cafés, les restaurants, puis même dans les rues, elle tenait la main d'Aziz et l'embrassait sur la bouche. Non seulement elle se moquait qu'on la voie, mais elle espérait presque que cela se produisait. Ils retournèrent plusieurs fois à l'hôtel ensemble, et chaque fois ils furent sur le point de faire l'amour sans que cela ne se produise. Le matin du jour où Aziz allait reprendre l'avion pour Amsterdam, ils étaient dans sa chambre, sa valise entre eux comme un méchant rappel de la séparation à venir. « J'ai quelque chose à te dire, Ella, dit Ella. J'y pense depuis bien trop longtemps. » Aziz leva un sourcil en remarquant un changement dans le ton d'Ella. Puis il dit avec précaution : « J'ai aussi quelque chose à te dire. »« D'accord, toi d'abord. »« Non, toi d'abord. » Avec un petit sourire, Ella baissa les yeux pour réfléchir à la manière de s'exprimer. Elle se décida enfin. « Avant que tu viennes à Boston, David et moi sommes sortis dîner un soir et nous avons eu une longue conversation. Il m'a interrogée à ton propos. Apparemment, il a lu nos courriels sans que je le sache. J'étais absolument furieuse contre lui d'avoir fait une chose pareille, mais je n'ai pas nié la réalité. À notre propos, je veux dire. Ella leva les yeux avec appréhension pour voir comment Aziz allait réagir à ce qu'elle était sur le point de lui révéler. Bref, j'ai dit à mon mari que j'aimais un autre homme. Dehors, dans la rue, les sirènes de plusieurs camions de pompiers bouleversèrent les bruits habituels de la ville. Ella fut distraite un instant, mais elle réussit à terminer. Je sais que ça peut paraître de la folie, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je veux venir avec toi à Amsterdam. Aziz gagna la fenêtre pour regarder ce qui causait tant de chaos dehors. De la fumée sortait d'un immeuble au loin, un épais nuage qui montait vers le ciel. Il adressa une prière silencieuse pour ceux qui y vivaient. Quand il se mit à parler, on aurait dit qu'il s'adressait à la ville entière. « J'adorerais t'emmener à Amsterdam avec moi, mais je ne peux te promettre que tu y auras un avenir. » « Que veux-tu dire ?» demanda nerveusement Ella. Aziz revint vers elle et ils s'assirent. Il posa une main sur les siennes et la caressa, l'air absent. « Quand tu as commencé à m'écrire, dit-il, il se trouve que je traversais une étrange période de ma vie. »« Tu veux dire qu'il y a quelqu'un d'autre ? » ?»« Non, ma chérie, non, » protesta Aziz avec un petit sourire qui disparut bien vite. « Rien de tel. Un jour, je t'ai parlé des étapes de ma vie, tu t'en souviens ? C'étaient les premières lettres du mot Soufi.
Tu ne m'as jamais demandé quelle était la dernière étape, et j'ai eu beau essayer, je ne suis pas parvenue à te le dire. Ma rencontre avec la lettre I. Veux-tu l'entendre maintenant ? Oui, dit Ella, bien qu'elle craignît qu'il ne s'agisse de quelque chose qui allait tout briser. Oui, j'aimerais bien. Dans une chambre d'hôtel ce jour de juin, quelques heures avant son vol pour Amsterdam, Aziz raconta à Ella comment il était devenu soufi en 1977, adoptant un nouveau nom et il l'espérait un nouveau destin. Depuis, il avait parcouru le monde en tant que photographe, mais surtout en tant que derviche errant au fond de son cœur. Il s'était fait des amis intimes sur tous les continents, des gens qui le considéraient comme un membre de leur famille. S'il ne s'était pas remarié, il était devenu le père adoptif de 2 orphelins d'Europe de l'Est. Sans jamais retirer le collier en forme de soleil qu'il portait pour se souvenir de Shams de Tabriz, Aziz avait vécu en voyageant, lisant et enseignant sur les traces des derviches soufis, rencontrant des signes de Dieu partout, en tout. Puis 2 ans plus tôt, il avait appris qu'il était malade. Tout avait commencé par une grosseur à l'aisselle, qu'apparemment il n'avait remarqué que bien tard. Cette grosseur était un mélanome malin, une forme fatale de cancer de la peau. Pour les médecins, ça s'annonçait mal, mais ils avaient fait toutes les analyses possibles avant de lui donner un diagnostic plus définitif. Et 1 semaine plus tard, il lui avait annoncé la mauvaise nouvelle. Le mélanome s'était étendu à ses organes internes et avait envahi ses poumons. Il avait 52 ans à l'époque. On lui avait pronostiqué qu'il ne fêterait pas ses 55 ans. Une nouvelle phase de sa vie avait alors commencé, plus productive d'une certaine manière. Il restait des lieux qu'il voulait voir et il commença par trouver le moyen de s'y rendre. Il établit une fondation soufie à Amsterdam avec des liens dans le monde entier. En tant que joueur de ney amateur, il donna des concerts avec des musiciens soufis en Indonésie, au Pakistan et en Égypte, et réalisa même un album avec un groupe de mystiques juifs et musulmans à Cordoue en Espagne. Il retourna au Maroc, dans la confrérie où il avait rencontré de vrais soufis pour la première fois. Mais Samid était mort depuis longtemps. Maître Samid était mort depuis longtemps. Aziz pria et médita sur sa tombe, revenant sur la trajectoire que sa vie avait décrite depuis leur rencontre. Puis je me suis posée pour écrire le roman que j'avais toujours voulu écrire, mais que j'avais toujours remis à plus tard, par paresse ou par manque de courage, dit Aziz avec un clin d'œil. Tu sais, c'est une de ces choses que j'avais voulu faire depuis longtemps. J'ai intitulé le livre « Doux blasphème » et je l'ai envoyé à une agence littéraire en Amérique, sans attendre grand-chose et en même temps restant ouvert à toutes les possibilités. 1 semaine plus tard, je recevais un curieux courriel d'une femme mystérieuse à Boston. Elle ne put s'empêcher de sourire. Aziz dit que depuis ce jour, plus rien n'avait été pareil. D'un homme se préparant à mourir, il était devenu un homme tombant amoureux au moment le plus inattendu. Soudain, toutes les pièces qu'il pensait avoir insérées à leur place depuis longtemps devaient être bougées. Spiritualité, vie, famille, mortalité, foi et amour, il se retrouva en train de penser à leur signification à nouveau et à ne pas vouloir mourir. Cette étape de sa vie, nouvelle et finale, il l'appela sa rencontre avec la lettre I, comme dans Soufi. Et il dit que jusque-là, cette étape se révélait bien plus difficile que toutes les autres, parce qu'elle arrivait à un moment où il pensait avoir réglé la plupart de ses conflits intérieurs, sinon tous, à un moment où il se croyait spirituellement mûr et accompli. Dans le soufisme, on apprend à mourir avant la mort. J'ai traversé toutes ces étapes, pas à pas. Puis alors même que je croyais avoir tout réglé, arrive cette femme de nulle part. Elle m'écrit et je lui réponds.
Après chaque courriel, je me mets à attendre sa réponse, le souffle court. Les mots deviennent plus précieux que jamais. Le monde entier tourne autour du papier blanc qui attend qu'on écrive dessus. Et je me rends compte que je veux apprendre à connaître cette personne. J'ai besoin de passer du temps avec elle. Soudain, ma vie ne me suffit plus. Je me rends compte que j'ai peur de la mort et qu'une partie de moi est prête à se révolter contre ce Dieu que je révère et auquel je me suis soumis. « Mais nous aurons du temps, » dit Ella d'une petite voix ferme. « Mes médecins me donnent 16 mois. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent aussi avoir raison. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Tu vois, Ella, je ne saurais te donner que le moment présent. C'est tout ce que j'ai. En vérité, personne n'a davantage que ça. Mais les autres aiment prétendre le contraire. » Ella regarda ses pieds et s'inclina de côté, comme si une partie d'elle était sur le point de tomber et qu'une autre partie résista. Elle fondit en larmes. « Non, je t'en prie, ne pleure pas. Je souhaite plus que tout que tu viennes avec moi à Amsterdam. Je voulais te dire, parcourons le monde ensemble, découvrons des terres lointaines, faisons des connaissances et admirons l'œuvre de Dieu ensemble. Ce serait merveilleux, dit Ella en reniflant comme une enfant à qui on offre un jouet coloré pour calmer ses pleurs. Le visage d'Aziz s'assombrit. Il détourna le regard vers la fenêtre. Mais j'ai eu peur de te le demander. J'ai eu peur de te toucher, sans parler de te faire l'amour. Comment pouvais-je te demander de venir avec moi et d'abandonner ta famille, alors que je n'ai aucun avenir à t'offrir? Pourquoi être si pessimiste, se rebiffa Ella. Tu peux combattre cette maladie, tu peux le faire pour moi, pour nous. Pourquoi devons-nous tout combattre? On ne parle que de combattre l'inflation, le sida, le cancer, la corruption, le terrorisme, même de combattre ces quelques kilos en trop. N'avons-nous donc pas d'autres moyens de régler les problèmes? Oh, je ne suis pas une soufie, protesta Ella avec impatience, d'une voix qui sonnait comme celle de quelqu'un d'autre, de plus âgé. À cet instant, bien des pensées lui passèrent par l'esprit. La mort de son père, la douleur de perdre un être aimé par le suicide, les années de ressentiment et de regret qui avaient suivi, le rappel du moindre souvenir de celui qui était mort, et toujours cette interrogation. Les choses auraient-elles pu être différentes si quelques détails avaient été changés à un moment quelconque? Je sais que tu n'es pas Sophie, sourit Aziz. Et tu n'as pas à en devenir une. Contente-toi d'être Rumi. C'est tout ce que je te demande. Que veux-tu dire? Il y a quelque temps, tu m'as demandé si j'étais Shams, tu te souviens? Tu as dit que je te faisais penser à lui. Si heureux que j'ai été de l'entendre, je ne peux pas être Shams. Je crois qu'il était au-delà, au-dessus de moi. Mais tu peux être Rumi. Si tu laisses l'amour s'emparer de toi et te changer, d'abord par sa présence, puis par son absence. Je ne suis pas poète. Rumi ne l'était pas non plus, mais il a été transformé en poète. Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Je suis qu'une femme d'intérieur, pour l'amour de Dieu, une mère de 3 enfants, s'exclama Ella en prenant de longues bouffées d'air par saccades. Nous sommes ce que nous sommes, murmura Aziz. Et nous sommes tous susceptibles de changer. C'est un voyage d'un point à un autre. Tu peux faire ce voyage. Et si tu en as le courage, si j'en ai le courage,
nous pourrions aller à Konya ensemble à la fin. C'est là que je veux mourir. Cesse de parler comme ça. Aziz la regarda un instant, puis baissa les yeux. Il y avait une nouvelle expression sur son visage. Une distance dans sa voix, comme s'il dérivait loin d'elle, comme une feuille à la merci du vent. Sinon, dit-il lentement, rentre chez toi, Ella. Reviens à tes enfants et à ta maison. À toi de décider, mon amour. Quoi que tu choisisses, je respecterai ta décision et je t'aimerai jusqu'à la fin.